Eh bien, bonjour, Louise, enchantée. Louise Broways, c'est bien ça? Always, ouais, Louise. Broways. Louise est consultante et facilitatrice, conférencière et formatrice spécialisée dans le monde de la RSE, de l'agriculture. Je suis fille de pépiniériste. Mes parents sont pépiniéristes. Donc, je suis née dans le jardin. Je suis née dans un très beau jardin. Et j'ai passé une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence à la fois au jardin, dans la partie plus horticole et puis dans la partie plus potagère. Et aussi en cuisine à faire à tester des recettes. Hein. Donc j'avais ces deux passions. Déjà, la question nourricière me préoccupait beaucoup. Donc j'ai eu envie de faire des études d'agronomie. Donc j'ai connu d'abord le vivant à travers la question du paysage, du champ, du potager, de la cuisine, de la nutrition, finalement de la fourche à la fourchette. Hein. Comment travailler au niveau de l'agriculture biologique, comment avoir des aliments les plus vivants possibles, ce qui est corrélé à un paysage aussi le plus vivant possible. Donc j'ai commencé sur cette partie-là, et après j'ai travaillé au service des entreprises qui faisaient des produits bio. Et donc je suis arrivée en venant du monde de l'agriculture, du végétal, en particulier, au monde des collectifs, des organisations humaines. Et c'est là que je me suis dit, il y a probablement un parallèle, c'était une étape, on va dire, entre, on va dire, une permaculture dans le champ, une association entre les végétaux, et une permaculture humaine, et finalement une façon de travailler ensemble, de vivifier l'espace commun, de travailler sur cet aspect du collectif humain qu'on n'apprend pas vraiment à l'école, il me semble, en fait. J'ai travaillé au Synabio c'est là que j'ai découvert finalement le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Donc auprès de certaines personnes, certains entrepreneurs, j'ai vraiment beaucoup appris sur, en particulier, la nécessité de la cohérence entre si on a une attention, un respect vis-à-vis de la terre, du sol, du vivant, des plantes, etc., on doit aussi avoir ce respect vis-à-vis des hommes avec lesquels on travaille, des hommes et des femmes en interne. On doit avoir ce respect vis-à-vis des générations futures. On doit avoir ce respect vis-à-vis de nos clients, de nos consommateurs. Donc c'est vraiment cette espèce de cohérence à 360 qui est probablement un idéal hein, qui existe rarement, mais que j'ai compris en côtoyant ces personnes, dont certains étaient pas loin de travailler à la fois sur les impacts sociaux, les impacts environnementaux, la gouvernance, le lien, comme tu dis finalement moi ce que j'appelle les trois écologies, c'est-à-dire le lien à la nature, Oui. le lien à la partie matérielle, au vivant, avec tous ces aspects de changement climatique, de biodiversité, de beauté, tout simplement, de la nature. La deuxième écologie, c'est le lien, l'écologie relationnelle, le lien entre les hommes. Comment on travaille cette entraide, comment on apprend les outils, les postures, les aussi à naviguer dans l'incertain hein, sur ces questions-là, mais toute cette partie travailler ensemble, vivre ensemble, avec la biodiversité humaine finalement. Et troisième lien, et c'est finalement la dernière étape, c'est le lien à soi, c'est la partie peut-être plus spirituelle, euh, c'est l'écologie intérieure finalement, hein, la capacité à discerner dans un monde où on est un peu submergé par des informations parfois un peu douteuses. Et donc, moi, aujourd'hui, j'aime travailler sur ces trois écologies avec cette envie d'être dans la cohérence, en fait, d'instituer une sorte de changement de regard qui part de soi, être le changement qu'on veut voir pour le monde, se changer soi, changer son regard, pour pouvoir mieux travailler avec les autres et être plus en lien avec la nature. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tout à fait. L'entreprise responsable et vivante. Que contient ce livre? Un petit résumé. C'est un petit livre très facile à lire, assez court avec des schémas. En fait, c'est la partie plus travail avec les entreprises que j'ai essayé de résumer. C'est finalement 5 à 10 ans de ma petite expérience d'accompagnement d'entreprises de taille, de secteurs différents. C'est ma petite méthode RSE que j'utilise quand je travaille avec les entreprises. Comment redonner finalement un sens à notre travail avec la responsabilité sociétale d'entreprise, en jouant sur ces trois piliers dont je parlais tout à l'heure, joie, frugalité, responsabilité. C'est beaucoup de petits paragraphes, de petits chapitres qui reprennent les sujets dont je parlais tout à l'heure, l'entraide, cette cohérence entre finalement les impacts qu'on peut avoir à l'extérieur, comment on travaille nous ensemble, quels biens, quels services on veut offrir, comment
on booste notre créativité aussi. Comment l'entreprise redevient finalement un nœud du paysage, j'allais dire, un centre de créativité. Je pense qu'en général, l'imagination, l'intelligence, la créativité des équipes à l'intérieur des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, elle est un peu sous-employée. Donc comment on va finalement forer ces puits de pétrole qui sont un peu plus durables que les vrais, et comment on se rend compte finalement que les idées sont à l'intérieur de l'entreprise, mais on vient les révéler. Moi, c'est ça que j'aime faire. Donc c'est tous ces aspects-là. C'est aussi 10 témoignages d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui m'ont beaucoup inspirée, dont le témoignage de mon père, pépiniériste. C'est plein de petites méthodes, plein de sources d'inspiration en fait, hein, pour à la fois des consultants qui travaillent dans ce domaine, des responsables RSE, des chefs d'entreprise, toute personne qui s'intéresse un petit peu à ce sujet, qui ne sait pas forcément par où commencer, avec aussi toujours pour moi c'est très important. Et un des 2 fondateurs de la permaculture disait d'ailleurs, avait cette phrase que j'adore qui est le plaisir est aussi une production. Donc le plaisir, la joie, c'est aussi un des fils rouges de ce livre. C'est-à-dire souvent quand les entreprises me disent par quoi commencer, on voudrait faire de l'écologie, on voudrait être plus responsable, par quoi commencer? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? On peut se mettre à la nutrition saine, commencer par manger ce qui vous fait plaisir et ce qui est sain. Mais voilà, cette question du plaisir, elle est pour moi, et de la joie, elle est essentielle, et c'est aussi un des fils rouges. Donc, ce n'est pas une utopie. Ça peut se transformer en un projet viable et rentable pour beaucoup d'entreprises, comme les témoignages que tu as pu recueillir dans cet ouvrage. C'est vraiment pas du tout une utopie, non, c'est le fruit de ma modeste expérience depuis 5-10 ans, effectivement. Et souvent, je travaille aussi comme ça avec les entreprises, c'est-à-dire commencer par célébrer ce qu'on fait déjà. Et ça va mettre un petit peu du vent dans les voiles pour donner de l'envie, et poursuivre le travail dans cette direction qui est sans fin. On peut toujours s'améliorer, hein, mais célébrer ce qu'on fait déjà bien. On aurait pu penser que ces entreprises bio, finalement, avaient la gouvernance elle-même la plus organique. C'est pas forcément ce que j'ai observé moi, même si j'ai vu des exemples magnifiques, hein, des très belles choses dans ces entreprises-là. Il y a aussi beaucoup d'autres très belles initiatives en lien avec la responsabilité d'entreprise dans beaucoup d'autres secteurs. Mais c'est rare d'avoir une entreprise qui est cohérente à 360. L'idée, c'est peut-être d'aller chercher, et c'est ce que j'ai fait dans ce livre, d'aller papillonner, trouver beaucoup de bonnes pratiques à l'échelle d'entreprises nombreuses. Mais si on doit dire qu'il y a un pilier important, c'est peut-être quand même celui de la gouvernance, hein, et c'est d'ailleurs dans la RSE, on a 7 questions centrales, 7 piliers qui sont importants, hein, sur les thèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Le plus important, celui qui est au centre, c'est quand même celui de la gouvernance. Donc, comment sont prises les décisions? Comment on travaille ensemble? Est-ce qu'on est dans une pyramide à l'ancienne très sclérosée, ou est-ce qu'on est plus dans un partage des prises de décision, et quelque chose d'un petit peu plus horizontal, même si la pire horizontalité n'existe pas non plus, mais quelque chose de plus fluide, de plus agile sur ces questions-là. Lorsque la décision est prise par le comité de direction, qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en place? C'est communiquer la décision stratégique ou à communiquer le comment auprès des équipes? Alors, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais en tout cas, je dirais qu'il y a d'abord à peut-être se questionner sur le pourquoi, même d'ailleurs en 2 mots, qui est un peu peut-être la raison d'être, le phare, l'étoile, pourquoi on travaille, pourquoi on se lève le matin. Ça, j'ai vu dans les entreprises, ça dépend, hein. Des fois, c'est décidé par une personne qui tout d'un coup se lève un matin et trouve la raison d'être de l'entreprise. Souvent, c'est un petit groupe. Parfois, il y a des entreprises, même avec plusieurs milliers de collaborateurs, hein, qui arrivent avec tout un processus, un design bien pensé en amont, à trouver leur raison d'être ensemble, très nombreux. Mais ensuite, on la décide et ça nous fait une espèce de phare dans la tempête. Après, c'est sur le comment. Le comment est intéressant parce que c'est là que je pense qu'on peut développer cette autonomie qui est le versant un petit peu de la responsabilité, liberté. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai mon objectif de fixer, l'objectif collectif, un objectif peut-être plus individuel ou plus resserré sur mon cercle, mon équipe, je peux avoir de la liberté sur le comment. Comment je vais faire? Ça, j'ai vu ça dans les entreprises et ça me touche. C'est-à-dire,
On a décidé ensemble notre cap, mais après, savoir si je vais tirer 5 fois de bord ou 3 fois, si je vais me reposer un petit peu au début et mettre plein pot à la fin, je choisis mon rythme, je choisis comment j'y vais. On me fait confiance et j'y vais. Après, ça se décrète pas du jour au lendemain, hein, quand on a été travailler avec la carotte et le bâton à Mhm. l'école, dans sa première expérience professionnelle, reconquérir ce pouvoir du dedans, cette autonomie, ça demande parfois des années, un accompagnement. Mais en tout cas, je pense que dans le comment, ça peut s'exprimer largement. Et c'est aussi une opportunité pour l'entreprise pour développer ce suivi professionnel et personnel de ses employés. Parce que Tout à dans le fond, ce sont des individus qui se développent, qui grandissent avec l'entreprise, non seulement aux besoins de l'entreprise, mais leurs propres besoins et leur propre envie de grandir. C'est ça vraiment la C'est grande ça, clé et le grand changement qu'il y a aujourd'hui. c'est ça. Et des entreprises certaines, rares, vont tellement loin là-dedans, à reconnecter les gens avec leurs émotions, avec leurs besoins, que ben, ça peut débloquer vraiment des choses et faire que les personnes deviennent carrément entrepreneurs et quittent l'entreprise parce qu'ils ont envie d'aller devenir eux-mêmes consultants, créer une autre entreprise dans le même secteur. Ils ont besoin vraiment de quitter le collectif et de voler leur propre aile, hein. Donc j'ai rencontré des entreprises qui rencontraient vraiment ça, hein. On m'a dit, voilà, bah, on a travaillé pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à la libération de l'entreprise, même 10 ans. D'ailleurs, souvent, je prends comme étalon la conversion d'un sol en agriculture biologique. C'est 3 ans dans le règlement européen. En vrai, les spécialistes des sols, qui sont des gens assez passionnants, vont dire, alors c'est tout à fait variable d'un sol à l'autre, hein, ça dépend, c'est vraiment la réponse du permaculteur à toute question, mais en moyenne, on peut dire que c'est 10 ans, vraiment, la conversion d'un sol qui est en état de mort clinique après des années de chimie jusqu'à un sol vivant, biologique, c'est 10 ans. Et je pense que pour le changement d'un collectif humain, c'est peut-être une échelle qu'il faut avoir en tête aussi. C'est pour ça que c'est un processus lent et qu'on ne décrète pas comme ça du jour au lendemain le changement, la transformation. Mais donc à l'échelle de ces années, donc je disais 3, 4, 5 et même 10 ans, effectivement, il y a des entreprises qui se sont aperçues qu'il y avait des personnes qui avaient on parle d'empowerment, hein, une telle reconnexion avec leur propre puissance intérieure, leurs besoins, leurs émotions, leurs envies, les émotions, c'est des moteurs, hein. Quand on se connecte à sa colère ou à sa joie, ben, ça nous met en mouvement, hein. C'est d'ailleurs tout le travail qui est fait autour du travail qui relie, qui est très inspirant. Et donc ces gens-là, ben, oui, on m'a dit, au bout d'un moment, se pose la question de où ils arrivent à trouver leur place, mais parfois ça crée des sortes de tensions, quoi. On sent que ben voilà, ils ont vraiment trop déployé leurs ailes, ils ont ils sont comme ils font un petit peu éclater leur peau, quoi, en fait, hein, comme des Mm. plantes. Créer autre chose ou d'aller justement d'aller transmettre ce qu'ils ont appris à l'intérieur de cette entreprise. C'était un clin d'œil que je voulais faire à ton parcours, à ta trajectoire, à ton expérience et ton acquis qui peut aider aussi d'autres entreprises puisque tu te diriges aussi bien vers les entrepreneurs que pour les associations, les collectivités ou les entreprises. Oui, Très bien. Eh bien, encore merci pour ta disponibilité merci à et, toi. et, Bien, merci et beaucoup et à la prochaine. et à très bientôt. Original Story.